Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et on voulait faire le point dans Europe 1 Soir sur cette déclaration de politique générale. Et plutôt que d'avoir le point de vue d'un seul homme ou d'une seule femme ou d'une seule tendance politique, eh bien, nous avons voulu prendre ces trois couloirs de nage, comme je les appelle souvent, vous en avez l'habitude, le Bloc central, le RN et le Nouveau Front populaire. Je salue Mélanie Vogel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice Les Écologistes des Français établis hors de France. Bonsoir Andrea Cotarac. Bonsoir. Porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir Martin Garagnon. Bonsoir. Porte-parole de Ensemble pour la République et non plus Renaissance. Je salue à mes côtés Jules Torres. Bonsoir Jules, Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Question ouverte, tout simplement, vos premières impressions, Mélanie Vogel, sur ce discours. Alors, vous n'avez pas eu le droit à l'épisode Je cherche mes fiches parce que vous étiez au Sénat et c'est Madame Borne qui a lu le texte de François Bayrou. Ouais. Non, ça manquait quand même cruellement de souffle et puis ça manquait surtout d'engagement. On en parlera, j'imagine, au cours de l'émission, mais j'ai fait partie des personnes qui ont participé aux discussions qui ont eu lieu avant cette déclaration de politique générale pour essayer de voir si on pouvait faire réentendre la raison au gouvernement et s'il pouvait s'engager sur un certain nombre de mesures indispensables pour nous, comme la réforme des retraites, comme les 7 milliards pour l'écologie, comme... Les retraites, c'est ouvert si les partenaires sociaux se trouvent une nouvelle version. On en reparlera, j'imagine. Les retraites, c'est... de toute manière, là, jusqu'à juillet, de fait, comme il n'y a pas de prochaine... Vous vouliez une suspension? Alors, nous, ce que nous disions, c'est... il faut reconnaître que démocratiquement, même pour les gens qui sont d'accord en fait avec la réforme des retraites, je pense que tout le monde peut s'accorder sur le fait que démocratiquement ça s'est pas bien passé. Il n'y a pas eu de vote au Parlement, il n'y a pas eu d'accord des partenaires sociaux, il y a eu 2 millions de personnes dans la rue et il y a eu un 49-3 à la fin. Donc démocratiquement on a un gros problème. Donc, est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire on remet la démocratie au cœur de ce qui est quelque chose d'essentiel dans une société, la réforme des retraites. Voilà. Pour l'instant, ça s'applique comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure solution. On la suspend et on discute. Bref, donc vous me posiez la question de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Eh ben, en fait, ça manque de souffle. Et ça manque de mesures. Et franchement, quand on fait la liste, si vous regardez la liste des choses qui ont été annoncées, il y a pas grand-chose. C'était beaucoup de mots et très peu d'engagement. Andrea Cotarac pour le RN. Moi, si vous voulez, j'ai vu un décalage entre un long discours sur la forme. C'est toujours long, les DPE. Oui, on peut avoir un discours dynamique avec des mesures fortes parce que la situation l'exige tout simplement. C'est ce décalage-là que j'ai vu entre un homme qui finalement nous a proposé, alors j'ai relevé un petit peu ce qu'il a dit, mais il nous a proposé la possibilité de discuter sur les sujets qui préoccupent les Français. Il nous a proposé, je cite, l'organisation d'un conclave sur les retraites. Il nous a proposé une discussion sur la proportionnelle. Il nous a proposé une grande consultation sur le temps scolaire. Il nous a proposé des négociations sur la Nouvelle-Calédonie, des comités interministériels sur l'immigration et une concertation sur le travail. Avouez quand même que c'est bien de pointer les sujets que le RN a pointés, sur l'immigration, sur Mayotte, sur le pouvoir d'achat, sur les retraites. Sur les retraites, vous êtes d'accord avec Mélanie Vogel sur ce point, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément les sujets qu'on attendait. Je pense que 95% des actifs de ce pays sont d'accord, puisque 95% des gens qui bossent, quel que soit principalement qui votent pour le Rassemblement national d'ailleurs. Oui, enfin bon, les actifs, le RN est quand même premier chez les ouvriers, les salariés, les employés, les forces productives de ce pays, mais il n'empêche, je crois qu'il y a une grande majorité des Français qui sont contre cette réforme des retraites, mais pas que. Sécurité, immigration, proportionnelle, Mayotte, l'Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie. On attend un peu plus que de simples discussions. Martin Garagnon, j'ai presque envie de dire la parole est à la défense, mais est-ce vraiment sûr, d'ailleurs, que vous allez prendre la défense de François Bayrou? Tout d'abord, un discours de politique générale, c'est pas une liste de courses. C'est-à-dire qu'on n'en attend pas une succession de mesurettes à la marge. Ce qu'on attend d'un discours de politique générale, c'est un esprit, c'est un dessin, c'est une voix. François Bayrou, il a eu un discours de vérité sur 2 points. Le premier, c'est de poser un constat de la fracture de la classe politique à l'heure actuelle. Lorsque vous êtes majoritaire... Est-ce qu'on avait vraiment besoin de François Bayrou pour voir que la classe politique était... Oui, mais pour certains parlementaires, la situation n'est toujours pas véritablement comprise. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il faut toujours le rappeler quand même, mais les Français ont fait le choix en juillet dernier de cette composition de l'Assemblée en ne donnant la majorité à personne. Donc ça impose une responsabilité de chacun qui est celle de discuter. Donc déjà, il faut saluer l'esprit de responsabilité de ceux qui
jusqu'à présent étaient dans une opposition a priori et qui se sont dit tiens, en fait, effectivement, on n'y arrivera pas seul, donc il va falloir qu'on se pose autour d'une table et qu'on discute. Je souligne qu'effectivement, quasi la totalité des partis politiques qui ont été conviés aux discussions, ce qui a été fait, puisque Mélanie Vogel disait justement qu'elle a participé aux discussions. Il faut souligner qu'il y a, ce qui n'était pas le cas déjà à l'époque de Michel Barnier, donc c'est déjà une évolution. Deuxièmement, discours de vérité sur un point aussi, c'est-à-dire que François Bayrou, il a rappelé le cadre, le contexte dans lequel ces discussions doivent s'inscrire. Moi, je veux bien qu'on reparle de tous les sujets, y compris évidemment des retraites, parce que ça a un impact à double titre qui est important. Mais le contexte, il est que nous sommes dans une situation de compte public extrêmement dégradé. Nous avons un sujet sur la dette et François Bayrou a d'ailleurs entamé son discours de politique générale sur un sujet qu'il maîtrise très bien, puisque c'était un des précurseurs dans l'alerte qu'il a donné dès les années 2000 sur la question de la dette en France, qui à l'époque était à un niveau qui était de l'ordre de 1000 milliards. Donc on était très très loin, on était autour de 60% du PIB. Là, on est autour de 115% du PIB à l'heure actuelle. Donc il était précurseur, il a parfaitement conscience de cet enjeu qu'est la dette. La dette, c'est un lien direct avec les retraites, puisque lorsque vous prenez des chiffres, on va pas assommer. Donc pour vous ce discours de politique générale, il est parfait. Non, je ne dis pas qu'il est parfait. Il n'y a pas de discours de politique générale parfait. Et il est d'autant moins parfait. On n'a jamais 20 sur 20, c'est malheureusement, il ne peut pas trancher à lui seul les questions qu'il soulève. Il va falloir effectivement discuter. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a eu quand même des grandes avancées dans la capacité de chacun à discuter. Maintenant, il va falloir qu'on trouve des voies d'évolution. Ce qui a été proposé sur les retraites en est une qui sont plutôt satisfaisantes. Nous, on n'a jamais dit que le projet de réforme des retraites de 2023, il était parfait. D'ailleurs, dès le début, on a acté que sur la question de la pénibilité, sur la question, mais il était adopté par 49.3. Oui, et d'ailleurs, je noterai juste de la part de votre invitée sénatrice que lorsque vous dites qu'il y a un problème démocratique, il faut faire attention quand même à ces propos-là, surtout venant d'une parlementaire. Il y a eu un respect des institutions. Le 49.3, c'est un article constitutionnel. Il se trouve que le 49.3 aurait pu prêter à une censure qui n'a pas été votée par les parlementaires. À quelques voix près. Moi, je veux bien que vous disiez problème démocratique. C'est pas une réalité institutionnelle. Vous savez, on est le seul pays. Vous pouvez considérer que c'est normal, mais on est le seul pays en Europe à avoir une disposition comme le 49.3, qui, de mon point de vue, est une disposition qui pose problème. On est le seul pays aussi à pouvoir censurer sans proposer de solution de rechange face à une censure. En Allemagne, non, ce que vous dites est faux. Non, ce que vous dites est faux. Alors, je peux vous trouver des tas de contre-exemples. C'est une situation que j'avais prévue, mais il est 19h26, on va marquer une pause et vous allez rentrer dans le détail juste après le rappel des titres de l'actualité. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Déclaration et commentaires post-DPG, déclaration de politique générale de François Bayrou avec Martin Garagnon pour Ensemble pour la République, Mélanie Vogel pour les écologistes et Andrea Cotarac pour le Rassemblement national. Les Insoumis, les écologistes et le Parti communiste ont dit qu'ils allaient voter de toute façon la censure, Mélanie Vogel. Absolument. De toute façon, étant donné ce qu'a raconté François Bayrou lors de sa déclaration de politique générale, je rappelle que nous étions allés, pas de bon cœur, mais de bonne foi à ces négociations, en attendant des résultats. Y compris avec les Insoumis ? Les Insoumis n'ont pas souhaité participer venir. Oui, d'accord, mais c'est moi qui suis qui c'est vous vous réponds. Qui êtes insoumise. Non, c'est moi qui vous réponds. Donc moi je vous dis, nous avons participé en ce qui concerne les écologistes, pas de bon cœur parce que nous considérions que François Bayrou n'aurait pas dû être nommé Premier ministre, mais de bonne foi pour l'intérêt des Françaises et des Français, à ces discussions, à la recherche de mesures satisfaisantes pour l'intérêt général qui nous permettrait de trouver une voie. Malheureusement, et vous à la n'avez pas suite été d'une satisfaite. semaine, et nous n'avons pas été satisfaits à la suite d'une semaine de discussion, et je crois que les socialistes non plus, puisque oui, on verra ce que dit écoutez, Monsieur Faure tout à l'heure. Oui, on verra ce que dit Monsieur Faure. Est-ce que vous êtes suspendu à ses lèvres ? En tout cas, moi, j'ai écouté ce qu'a dit François Bayrou, j'ai écouté ce qu'a pensé avoir obtenu Olivier Faure, et je vois qu'il y a un grand espace entre les deux, puisque alors que les socialistes espéraient avoir obtenu un certain nombre d'engagements sur l'hôpital, sur l'école, etc., eh bien François Bayrou n'a pas fait mention de ces projets-là dans sa déclaration de politique générale, ce qui ne peut pas être sans conséquence sur l'analyse des socialistes sur la motion de censure. Pour le JDD. Oui, là, ce qu'on voit, ça va être la pression que met Jean-Luc Mélenchon sur ses amis du Nouveau Front Populaire. On voit que dès ce soir, il monte très fort sur Olivier Faure pour qu'il fasse retomber la pression. Mais on voit bien qu'encore une fois, ça va être le Rassemblement national qui va décider si oui ou non la censure sera votée. A priori, et je parle sous le contrôle d'Andrea Cotarac, le Rassemblement national jeudi
ne votera pas cette censure, puisqu'ils ont quand même pour l'instant obtenu un certain nombre de gages sur la Banque de la démocratie, la proportionnelle. Voilà, François Bayrou, il a rien annoncé de très clair ce soir. En revanche, il a fait du François Bayrou, c'est-à-dire qu'il n'a pas froissé grand monde, y compris ses alliés du PS. Il fallait écouter Boris Vallaud en parlant ensuite à l'Assemblée nationale. Il n'était pas catégorique, sans doute aussi parce qu'il laisse la primauté de l'annonce à Olivier Faure, mais on voit bien que François Bayrou, il veut rester le plus longtemps possible. Il donne des gages, il donne des gages, à droite et à gauche et au sein du Rassemblement national. Donc sans doute qu'il va rester, que la motion de censure ne passera pas jeudi. A dit que les LR ne censureraient pas. Il sera d'ailleurs l'invité de Sonia Mabrouk demain matin sur Europe 1 et sur CNews à 8h10. Pourquoi ne pas censurer Andrea Cotarac alors que on a entendu tout à l'heure Jean-Philippe Tanguy dire il faut couper court avec le macronisme? Tout à fait. Il faut couper court avec le macronisme. C'est pas une surprise. Mais non, mais en attendant, c'est le même bateau. Donc Nous, si vous voulez, on ne censure pas pour rien. Et dans ce discours, il n'y avait pas grand-chose. Il a effectivement pointé des sujets du Rassemblement national, il faut le dire, la sécurité, le pouvoir d'achat, l'immigration notamment. Et on verra bien ce qu'il y a là-dedans. Maintenant, c'est une vaste comédie quand même, ce qu'on entend de les pressions de Jean-Luc Mélenchon sur Olivier Faure, qui est considéré comme un social traître ou je ne sais quoi. Mais pardon, il n'y a pas 3 blocs, il y a 2 blocs. Il y a le Rassemblement national et le parti unique. Ils sont en train de conspuer. C'est l'UMPS. Mais non, mais c'est pire que ça. Je veux dire, Madame Borne, dont vous parlez tout à l'heure, a été réélue grâce à la France Insoumise. Monsieur Darmanin, qui est conspué par la France Insoumise, a été réélu grâce à la France Insoumise. Et même vous discutez à l'instant de Monsieur Wauquiez qui ne voulait pas censurer. Je veux dire, Monsieur Wauquiez, dans son fief de Haute-Loire, a été réélu grâce à Europe Écologie Les Verts. J'ajoute un tout dernier point, c'est que ce parti unique a aussi été mis en lumière par Monsieur Bayrou lui-même. Il a expliqué que sur le déficit, par exemple, effectivement, le Parti Socialiste, les écologistes, l'UMP, LR et Macron avaient tous une responsabilité dans la situation chaotique budgétaire du pays, à l'exception du Rassemblement national, il faut quand même le préciser. Mélanie Vogel, réponse? Alors d'abord, je veux vous dire que moi je suis très fière de faire partie d'un parti qui n'a jamais hésité sur le front républicain et que chaque fois que dans ma vie j'aurai le choix entre un candidat quel qu'il soit et l'extrême droite, je choisirai toujours l'autre candidat en face. L'autre candidat en face, quel qu'il soit, c'est une question démocratique, y compris Raphaël Arnaud. Je n'aurai jamais aucune hésitation à battre l'extrême droite. Et la deuxième chose, c'est que, pardonnez-moi, mais jeudi, nous allons voter la motion de censure et pas vous, d'après ce que vous venez de dire. Donc s'il y a un parti unique, je ne comprends pas bien pourquoi ce dernier serait constitué de la Macronie et de nous, alors que vous allez, vous, être un soutien du gouvernement. Vous avez fait réélire tous les membres du gouvernement, Madame Vogel. Contre vous, entend pas beaucoup, avec fierté. Bah non, parce que quoi, on était à la radio, donc j'ai pas envie d'interrompre tout le temps, mais simplement je prends mon temps, je prends mon temps en patience par rapport à ça. Mais ce qu'on entend est quand même un peu, enfin excusez-moi, mais un peu déplorable, parce que on entend quoi? On entend une fois de plus. On nous refait le match des législatives, on nous refait l'histoire. On est très très loin des sujets qui préoccupent les Français. Non mais on peut le refaire à chaque fois. Je suis prêt à avoir ce débat-là 100 fois. On peut refaire l'histoire des législatives 100 fois. On peut refaire l'histoire de la dissolution 100 fois. Moi, j'ai aucun problème avec ça. En attendant, on n'avance pas. La réalité du pays, elle est la composition actuelle de l'Assemblée nationale. Donc, je veux bien qu'on nous réexplique le match et que chacun, on refait le match des perdants, des perdants magnifiques, parce que c'est toujours la même musique qui est sortie à la fois du Parti Rassemblement national et de la France Insoumise. Je vais pas mettre le Front populaire dans son ensemble dans cette voie-là. Vous dites on avance pas, mais est-ce que c'est pas, pardonnez-moi, est-ce que c'est pas une marche forcée que vous imposez aux autres partis? Mais attendez, une marche forcée. Enfin, je veux dire, il y a eu ça. Il y a eu une dissolution. Il y a 3 blocs qui sont incompatibles les uns avec les autres. C'est l'huile et l'eau entre les 3. Et vous dites, il faut quand même faire quelque chose. Mais c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est les Français, c'est la règle de nos institutions. Il va bien falloir à un moment donné que l'on vote un budget. On a eu là la chance d'avoir une loi spéciale qui a permis de ne pas mettre la France au bord du dépôt de bilan. Mais c'est prévu, oui. Mais la loi spéciale, elle ne suffit pas. D'ailleurs, on a vu aujourd'hui encore, il y a eu une proposition sur la prolongation des tickets restants pour faire les courses. Ça n'était pas possible avec la loi spéciale. Donc il va falloir qu'on vote un budget. Ce budget, il va nécessiter quand même d'avoir un accord qui passe par-delà. Donc on va faire de la gestion des affaires courantes jusqu'à la prochaine dissolution. Moi, je pense qu'on peut bien aller bien là-delà. Moi, si vous voulez, mon pari, ce que l'histoire retiendra, mais ça, c'est une vision sur l'avenir. Ce que l'histoire retiendra de cette dissolution, c'est que c'est la pierre angulaire fondatrice, peut-être, et je le souhaite, d'une culture du compromis en France que nous n'avons pas. Ce que les autres pays européens ont, c'est le verdict des Français, c'était de nous obliger à
pouvoir se mettre autour d'une table pour discuter de sujets sur lesquels fondamentalement nous ne sommes pas d'accord. Et simplement, si vous me permettez un dernier point, puisqu'on était parti sur le sujet de Jean-Luc Mélenchon qui brutalise, comme à son habitude, ses partenaires de gauge, c'est leur responsabilité. Vous avez l'impression de brutaliser sur ce sujet. Prenez les déclarations de Mélenchon tous les jours, ce ne sont que des invectives, des injures vis-à-vis de ses partenaires du nouveau Front populaire. C'est pas mon sujet. Ça c'est une vraie question, Mélanie Vogel. Est-ce que vous avez l'impression d'être, je reprends vos mots, Martin Garagnon, brutalisé par Jean-Luc Mélenchon, et quelle est l'ambiance au sein du nouveau Front populaire, j'allais dire? Non, moi je suis pas du tout brutalisé par Jean-Luc Mélenchon, il ne m'a jamais brutalisé. Jean-Luc Mélenchon a un désaccord. Non mais oui, Jean-Luc Mélenchon a un désaccord stratégique avec le fait que nous soyons allés discuter pour essayer de trouver des solutions. Mais est-ce que c'est pas suffisant justement pour Non, mais ces désaccords stratégiques, ils sont légitimes, je les respecte. Oui, mais il y a une façon de le dire. Oui, vous voyez bien dans les tweets. Oui, je suis d'accord. Quand ce matin Thomas Porte, il parle d'une porte-parole du PS en disant qu'elle collabore, je suis désolé. Oui, je suis d'accord, moi je n'emploie pas. Et tout à l'heure encore, il a dit on va prendre les voix de tous ceux qui ne voteront pas à la censure et on va mettre une option sur la censure. Vous pouvez dire, vous, sénatrice écologiste, c'est pas une manière de faire, c'est pas une manière de s'adresser à ses partenaires politiques. Ah mais moi je trouve pas que ce soit une bonne manière en général de communiquer dans le débat public. J'ai pas de souci avec dire ça. En revanche, je pense que notre sujet là important, c'est pas les tweets de Jean-Luc Mélenchon. Pardonnez-moi. Vous disiez tout à l'heure que les Français demandaient ce qu'on trouve des compromis. D'accord, c'est vrai. Et pour faire ça, il faut qu'il y ait à un moment donné ce qu'on appelle le bloc central, le socle commun, bref, on ne sait pas comment on les appellera dans 6 mois, mais bon, on peut dire ça du NFP aussi, c'est un socle commun un peu mouvant. Regardez, on va voir ce que va dire Olivier Faure, d'un coup il y aura peut-être plus de NFP, enfin on sait rien. Donc, pour pouvoir, en fait, vous avez quand même une équation qui est finalement pas compliquée à résoudre, même si ça paraît compliqué pour vous. Vous avez une seule manière de pouvoir gouverner, là actuellement, même si je pense que vous ne devriez pas gouverner, mais bon, dans une démocratie normale, allez-y, ce serait pas le cas, qu'on fasse une pause. Vous avez une seule solution, de ne pas être les otages du Rassemblement national. Cette seule solution, c'est de faire de réelles avancées, de réels compromis, de réelles concessions envers les autres, c'est-à-dire le nouveau Front populaire. Mais on sort du débat là. C'est pas le sujet. En fait. Mais si c'est le sujet, parce que c'est la seule manière. C'est la seule manière de ne pas dépendre. On verra si c'est le sujet ou pas. Et je donnerai la parole à Andrea Cotarac dans un instant. Pascal Pro, c'est 2 rendez-vous par jour sur Europe 1. D'abord l'heure des pros, 9h, 9h30, codiffusion CNews. Ensuite 11h, 13h pour vous donner la parole et vous pouvez l'appeler au 01 80 20 39 21. On vous rappelle bien sûr. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Martin Garagnon, EPR, Mélanie Vogel, les écologistes, Andrea Cotarac pour le Rassemblement national. On apprend à l'instant que le gouvernement travaille sur une taxe anti-optimisation pour les hauts patrimoines qui pourrait figurer dans le projet de budget 2025. C'est une annonce de François Bayrou dans sa réponse aux parlementaires, puisque la session, même si la déclaration de politique générale est finie, continue à répondre aux différents partis. Andrea Cotarac voulait revenir sur ce qui a été dit juste avant la pause. Oui, parce que M. Bayrou, et je pense que dans l'ensemble des Français, on parle d'oxygène démocratique. Et il a parlé des Gilets jaunes. On se souvient, dans le cahier des doléances des Gilets jaunes, il y avait notamment le référendum d'initiative citoyenne. Et quand j'entends qu'on dit qu'il ne faut pas refaire le match des législatives, qu'il ne faut plus voir les législatives, pardon, le gouvernement change, c'est bien, mais l'Assemblée nationale, elle reste. Et l'Assemblée nationale, c'est l'expression de la nation sur les enjeux et sur les points qui vont arriver. Donc l'Assemblée nationale ne s'entend pas entre les différents membres de la représentation populaire, on sait quoi. J'entends bien, mais nous, au Rassemblement national, on est certainement le parti le moins sectaire, parce qu'on a voté, on est le groupe qui a voté à la fois des textes de la majorité, à la fois des textes du NFP. L'inverse n'est jamais vrai. Ceci étant dit, nous, on a toujours dit, et c'était le cas avec M. Barnier, qu'on était prêt à discuter sur certaines lignes rouges pour rendre 12 milliards de pouvoir d'achat aux Français, pour agir sur l'AME et l'immigration, et le reste. François Bayrou. On va voir ce qu'il va faire. Sur le déremboursement des médicaments. Sur le déremboursement des médicaments, tout à fait. D'ailleurs, ça a été salué, bien évidemment, pour pas faire payer à nouveau les Français qui souffrent et qui n'arrivent même pas à se faire soigner, puisque 1 sur 3 refuse de se faire soigner pour des raisons financières. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue les élections législatives du mois de juillet dernier. Et si le Rassemblement national a censuré Michel Barnier la dernière fois, c'est parce qu'il avait proposé 40 milliards de taxes et d'impôts français, ce dont nous nous opposions. C'est parce qu'il n'avait pas assez agi sur l'immigration, notamment l'AME. Il avait simplement donné 200 millions sur un budget de 1,2 milliard. Il n'avait pas assez
réduit les dépenses de l'État, notamment les comités Théodule et le reste, qui étaient des propositions pourtant d'Emmanuel Macron dès 2019. Parce qu'il avait traité trop tard, selon Marine Le Pen, le et que c'était pas sérieux. Nos lignes rouges, on les avait en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, mais ils décident l'avant-veille de venir discuter avec nous. Tout ça n'était pas sérieux, j'espère, et c'est pour ça que je lance ici les réflexions que le Rassemblement national a eu. On salue le fait que M. Bayrou pointe des sujets du Rassemblement national et souhaite discuter maintenant. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Je ne sais pas. Discuter, c'est bien. Maintenant, je pense qu'il faut agir parce qu'il y a urgence, notamment à Mayotte, vis-à-vis de la submersion migratoire. Martin Garagnon, est-ce que vous entendez les doléances du Rassemblement national On entend l'expression de toutes les doléances. La question, c'est sont-elles légitimes ou pas? Moi, ce qui m'inquiète, une fois de plus, c'est d'avoir... 11 millions de voix, c'est légitime. Moi, je partage mon opinion comme chacun a le droit de le faire. Et à l'Assemblée, c'est ce que les parlementaires font au quotidien. J'ai le droit de m'exprimer, ni plus ni moins que les autres responsables politiques. Votre formulation était un peu... Moi, je considère qu'effectivement, il y a des expressions de doléances, pour reprendre votre expression, qui sont moins légitimes que d'autres. Pour moi, le sujet, il n'est pas une fois de plus de réfléchir en fonction des calendriers politiques personnels des uns ou des autres. C'est le cas de M. Cotarac et du Rassemblement national. M. Mélenchon, notamment, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, lui, son objectif... Vous parlez beaucoup de M. Mélenchon, quand même. Vous parlez beaucoup de Jean-Luc Mélenchon. Il est un peu... Si vous voulez, la prochaine fois, on l'invite. Alors, bizarrement, c'est le seul qui n'est pas député, mais c'est celui dont on parle le plus. Donc, il se trouve que Jean-Luc Mélenchon, par Manuel Bompard, a écrit il y a quelques jours à l'ensemble des maires de France pour préparer une présidentielle anticipée. On ne l'invente pas, c'est Olivier Faure qui en a parlé. Donc, c'est une réalité. C'est une actualité politique qu'il faut aussi prendre en compte. En cas de censure, 58% des Français veulent la démission d'Emmanuel Macron. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et LFD. Oui. C'est pas d'accord. Non, mais vous dites ça, c'est 58% des Français. Mais je les entends. Je comprends aussi pourquoi est-ce qu'ils peuvent avoir cette expression-là. Moi, ce que je note, c'est que dans une démocratie avec des institutions, on ne gouverne pas par sondage. On a des élections. Pour les présidentielles, c'est tous les 5 ans. Emmanuel Macron est élu par 2 fois à une large majorité. Il propose lui-même des référendums sur des sujets. On ne se trompe jamais en faisant le choix de la démocratie. C'est pour ça que la dissolution. Donc quand il y a un sondage, vous ne pouvez pas dire on sonde les Français sur tel ou tel. Non, mais si vous voulez, l'ENFP va nous expliquer que les Français sont contre la réforme des retraites, donc il faut l'abroger. Mais dans le même temps, une immense majorité de Français sont pour une régulation massive de l'immigration. Donc là, le NFP ne va pas être d'accord. Chacun va prendre le sondage qui l'arrange. Donc moi, je veux bien, si on parle des sondages, à ce moment-là, on prend tous les sondages et on gouverne avec tous les sondages, pas uniquement ceux qui nous arrangent. C'est déjà un peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Oui, mais justement, c'est bien là où je disais que l'expression de doléance me paraissait pour certaines moins légitime que d'autres. C'est que il faut aussi qu'on prenne un peu de hauteur et il faut aussi qu'on ait un discours de vérité vis-à-vis des Français. La situation économique et budgétaire de notre pays, elle est problématique. La question de la réforme des retraites dans un écosystème, parce qu'on n'est pas le petit village de Gaulois irréductible en France où on peut se dire entre nous ce qu'on va décider de faire ou pas pour la suite. L'enjeu, il est la pérennité de notre modèle social pour les générations à venir. Si à l'heure actuelle on décide de revenir en arrière sur une réforme des retraites, alors que l'ensemble de nos partenaires européens a augmenté l'âge du départ à la retraite, y compris dans des pays gouvernés par la gauche, que ce soit en Espagne ou ailleurs en Europe, on va dans le sens inverse de l'histoire. Nous sommes le pays où on travaille le moins en Europe et nous sommes le pays qui redistribuons le plus. Prenez l'âge de départ à la retraite. En Europe, on est le pays le plus en deçà et on est le pays qui redistribuons le plus. Donc il va falloir se poser quand même la question de la pérennité. On a un modèle social qui est hérité des 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, ça fait 50 ans que c'est terminé. On n'a toujours pas compris cela. Il va falloir qu'on se réveille aussi et qu'on accepte de voir les choses en face plutôt que de faire du démagogie populiste sur des promesses qu'on ne peut pas tenir. À Martin Garagnon. Non, mais c'est faux, parce qu'en fait, les systèmes factuel, de retraite... Madame. Non, c'est pas l'âge de départ à la retraite, il est factuel. Vous le prenez en Europe, il est factuel. Non, parce qu'en fait, vous savez très bien que tous les systèmes de retraite sont extrêmement compliqué, voire impossible à comparer, parce qu'il y a des systèmes par points, il y a des systèmes par capitalisation, il y a un âge de départ, des systèmes qui sont mais la dynamique, c'est qu'ils ont tous fait des réformes pour augmenter le temps de travail. Ça, c'est la dynamique. Avec un nombre d'années où on doit avoir cotisé. En Espagne, par exemple, vous prenez cet exemple, mais en Espagne, il y a un âge plus élevé, mais un nombre d'années plus faible et la possibilité de partir avant. En Allemagne, il y a un âge soi-disant plus élevé avec je ne sais combien d'exceptions de personnes qui peuvent partir dès 60. Donc en fait, vous comparez des choux. C'est aussi en France, madame. Oui, non, mais donc, ce que vous dites factuellement, oui, mais il y a un problème aujourd'hui de dette, il y a un problème de. Oui, alors, le sujet structurel, de manque de capitaux. Justement, et je pense que c'est ça, absolument. Vous avez raison, et c'est, je pense, au fond, le cœur un peu politique intéressant du sujet qui est posé, au fond, à la nation aujourd'hui. On s'est beaucoup posé la question de savoir, est-ce qu'on avait les moyens de notre modèle social, de notre système des retraites, de notre assurance maladie, etc.
etc. On avait encore les moyens en 2025. Voilà, et ça revient en permanence. On aime beaucoup le modèle français, mais vous comprenez, on n'a plus les moyens. On entend souvent des politiques nous dire ça. Et moi, j'ai envie de rappeler que les moyens de l'État pour financer sa protection sociale, c'est celui qu'il se donne. C'est pas autre chose. Et on a choisi, ce sont des choix politiques, depuis 2017, de perdre des moyens. D'accord ? On a fait des allègements de cotisations sociales auprès des entreprises. On a fait des allègements. On rétablit un niveau de recettes. Oui, un niveau de recettes publiques pour pouvoir financer notre modèle social. Parce que c'est une piste. Parce que sinon, ce qu'est en train de faire... Hausse de la fiscalité, donc. Ça, dans le hausse pays d'une certaine fiscalité. Impose déjà le plus. Des plus riches. Non, la France... Non, pardon. C'est quoi ? C'est les plus riches et les entreprises. Et surtout les grandes entreprises. C'est ce que fait François Bayrou, puisque je viens de le dire. Il annonce une taxe anti-optimisation pour les hauts patrimoine. Ce qui d'ailleurs me pose un problème sur la terminologie, mais on et le patrimoine, parce que la France impose très très peu son patrimoine. Et en fait, ça c'est des choix de société. Est-ce que vous voulez prendre au haut patrimoine et aux grandes entreprises pour financer la protection sociale, ou est-ce que vous voulez faire ce que fait la Macronie depuis longtemps, baisser les recettes publiques en disant ça va ruisseler, ça va être formidable et les entreprises vont créer des emplois, etc. Et après dire nos poches sont vides, les amis, on peut pas financer la protection sociale. Vous êtes dans la caricature. Bah non, pas tellement. Alors, si vous voulez qu'on fasse... pour conclure, parce qu'il nous reste 40 secondes. Non, mais au-delà de ces débats picrocolins sur les retraites, je pense que de toute façon, on ne changera rien. Si, pardonnez-moi, mais de toute façon, avec une assemblée nationale comme ça, on ne changera rien. Moi, je peux vous dire que ce soir, à mon avis, il y en a deux qui sont très déçus et qui n'ont pas beaucoup d'avancées. C'est Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, car le Premier ministre François Bayrou a été très très vague sur les questions de justice, sur les questions d'immigration, sur les sujets de sécurité. Il fallait sans doute 1h30 de plus pour revenir sur ces sujets-là qui, tout de même, importent les Français. Et pour le coup, il pourrait y avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc je pense que ces deux ministres-là sont très déçus ce soir. Merci beaucoup Jules Torres, et un grand merci à vous trois, Mélanie Vogel, Martin Garagnon et Andrea Cotarac, pour avoir été, j'allais dire, tout à fait respectueux de nos auditeurs, parce qu'évidemment, quand on s'engueule, après, on comprend plus rien.